Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle actualité environnementale. Voici les titres. Les femmes du port de pêche de Lomé se mobilisent pour lutter contre la pollution plastique marine. Elles recyclent ces déchets pour produire de divers objets indispensables pour la communauté. La République du Congo compte planter 2 millions d'arbres d'ici la fin de cette année 2024. Cette politique environnementale a été instaurée lors de la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre, célébrée mercredi dernier. Et puis la COP29 sur le climat a ouvert ses portes hier lundi à Bakou en Azerbaïdjan. Les grandes lignes de cette 29e conférence à découvrir dans un instant. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Sur le port de pêche de Lomé, un groupe de femmes mène une initiative exemplaire pour lutter contre la pollution plastique en transformant les sachets de Purwater recyclés en gilets de sauvetage et autres articles utiles. Cette action innovante illustre un cercle vertueux où la gestion des déchets réduit la pollution marine, préserve la biodiversité et sensibilise la population aux impacts du plastique. Francesca Dessou nous en dit plus dans cet élément. Au port de pêche de Lomé, des femmes se mobilisent pour réduire la pollution plastique en recyclant les sachets de Purwater en gilets de sauvetage et autres articles pratiques. Chaque jour, elles recyclent environ 1,5 tonnes de sachets plastiques autrefois abandonnés en mer pour en faire des objets utiles à la communauté. Cette initiative est soutenue par la FAO qui a formé ces femmes à voir les déchets plastiques comme des ressources plutôt qu'un fardeau. Grâce à cette formation, elles contribuent à la préservation de l'environnement tout en générant des revenus par la vente de produits recyclés, renforçant ainsi leur rôle dans la société. Les gilets de sauvetage créés à partir de plastique recyclé améliorent la sécurité des pêcheurs et transforment un problème environnemental en solution bénéfique. Ce projet montre la force des actions locales face aux défis mondiaux, tout en sensibilisant la population aux effets de la pollution plastique sur la biodiversité et la santé humaine. Pour faire face aux défis climatiques, la commune Yoto 1 lance un plan ambitieux en 3 axes pour protéger sa population et l'environnement. Ce plan est essentiel pour garantir à la commune un avenir durable. Honoré Kata. La commune de Yoto 1, située dans la région maritime du Togo, s'engage activement dans la lutte contre le changement climatique avec un plan communal d'adaptation nécessitant 4,2 milliards de francs CFA. Ce plan quinquennal validé récemment repose sur 3 axes stratégiques pour renforcer la résilience de la commune face aux impacts environnementaux croissants. La commune vise à renforcer les capacités locales tant au niveau institutionnel, humain, technique et matériel. Pour gérer efficacement les défis climatiques, des actions concrètes seront menées sur le terrain avec des initiatives de gestion durable des ressources naturelles et de protection des zones particulièrement vulnérables. La mobilisation des financements représente également un pilier central de ce plan avec l'objectif de garantir la pérennité des initiatives grâce à des partenariats et au soutien des bailleurs de fonds. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement de la résilience climatique des communautés côtières du Togo, appuyé par le Fonds pour l'environnement mondial et coordonné par la FAO avec le DEF. Si ce plan réussit, il permettra de réduire de façon significative la vulnérabilité des habitants face aux impacts du changement climatique. Le maire de Yoto 1, Amenyona Kossi, a ainsi appelé à une mobilisation collective pour soutenir cette initiative cruciale pour l'avenir de la commune. Une unité de transformation d'huile rouge et d'huile palmiste fonctionnant à l'énergie solaire et au biogaz sera bientôt érigée à Tiko Dédéco dans la commune Yoto 2. Fruit d'une collaboration entre le Togo et le Maroc, l'infrastructure est financée par le Fonds africain à la coopération décentralisée internationale. Les détails avec Rafitou Beriko. Une unité de transformation d'huile rouge et d'huile palmiste fonctionnant grâce aux énergies solaires et biogaz sera bientôt implantée dans la commune de Yoto 2, plus précisément à Tiko Dédéco. Le coup d'envoi des travaux a été lancé le 5 novembre 2024 par le maire de cette commune, Adra Yawavi. Le projet est soutenu par le Fonds africain à la coopération décentralisée internationale.
La mise en œuvre de ce projet s'étendra sur 6 mois avec une capacité de production de 500 litres par jour. Hormis la simple transformation des produits agricoles, ce projet vise également une économie circulaire qui valorise les ressources locales tout en réduisant l'impact environnemental. Grâce aux énergies renouvelables, l'unité allège son empreinte carbone et propose une solution écologique et économiquement viable pour la région. En effet, le recours à l'énergie solaire et au biogaz offre une alternative durable face aux énergies fossiles. Dans une démarche d'autonomisation économique des femmes, l'unité de transformation favorise leur implication dans des chaînes de valeur locales. Le projet de Yoto 2 est une illustration du succès de la coopération sud-sud et du partenariat entre le Maroc et le Togo. Selon les autorités togolaises, ce projet s'inscrit pleinement dans leur objectif de développement local durable et de renforcement des capacités communautaires. Une fois opérationnelle, cette unité de transformation d'huile promet d'améliorer significativement les conditions de vie des populations de la région et de dynamiser l'économie locale tout en posant les bases d'un modèle de production respectueux de l'environnement. La République du Congo a célébré la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre mercredi dernier sous le thème « Planter 2 millions d'arbres pour des villes vertes et durables ». À travers cette journée, le pays compte compléter sa superficie forestière sur toute l'étendue du territoire en incitant les jeunes à participer aux actions de lutte contre les effets du changement climatique. Regardez. La République du Congo continue d'accroître sa superficie forestière en plantant des arbres de tout genre sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est de planter jusqu'à 2 millions d'arbres de diverses espèces en 2024, en s'appuyant aussi sur la mobilisation des organisations non gouvernementales, notamment de jeunes engagés dans ce combat de la protection de l'environnement. À travers ces actions, le gouvernement du pays invite la jeunesse à être éco-responsable afin de préserver l'environnement pour les générations à venir. Selon François Mankessi, coordinateur du Programme national d'afforestation et de reboisement, verdir la cité, c'est apprendre aux jeunes qu'il est essentiel de planter les arbres pour embellir les villes. Avec une superficie recouverte de 110% par la forêt tropicale, les autorités de la République du Congo sont engagées dans le renouvellement du couvert forestier du pays. Depuis l'institution en septembre 1984 d'une loi sur la Journée nationale de l'arbre, celle-ci permet le 6 novembre de chaque année de planter des milliers d'arbres à travers le pays. Ces arbres devraient permettre d'atténuer les effets du changement climatique en faveur de la planète et d'accroître la capacité de séquestration de carbone atmosphérique. Cette année, la République du Congo a célébré cette journée pour la 31e fois sous le thème « Planter 2 millions d'arbres pour les villes vertes et durables ». Pour rappel, le pays soutient la décennie africaine et mondiale d'afforestation et de reboisement, une initiative du président Denis Sassou Nguesso qui consiste à renouveler le couvert forestier de la planète. La région de Fès-Meknès au Maroc est confrontée à une crise hydrique due aux conditions climatiques extrêmes et à la surexploitation croissante. Pour régler ces problèmes de pénurie d'eau dans cette région, un projet de dessalement d'eau de mer est en cours d'étude. Rafetou Mberikou nous en dit plus dans cet élément. Les variations climatiques et les fortes oscillations des précipitations menacent la nappe phréatique de la région de Fès-Meknès au Maroc. Cette situation alarmante découle de la surexploitation des ressources en eau souterraine et de l'impact des sécheresses répétées qui affectent cette zone, entraînant un déficit de plus en plus marqué entre l'offre et la demande en eau. Pour répondre à cette problématique, le ministère de l'Équipement et de l'eau a ainsi alerté sur les tensions croissantes sur ces ressources. Il a donc lancé une consultation pour la réalisation d'une étude approfondie visant à évaluer la faisabilité d'un projet de dessalement de l'eau de mer. Ce projet pourrait fournir une alternative importante en cas de saturation des ressources conventionnelles. Le dessalement de l'eau de mer apparaît comme une solution stratégique pour faire face à la demande croissante en eau potable dans la région de Fès-Meknès.
L'étude devra non seulement examiner la viabilité de la création d'une nouvelle station de dessalement, mais aussi la possibilité d'étendre ou d'augmenter la capacité des stations existantes, notamment celle de Rabat. De plus, le gouvernement prévoit de mettre en place plusieurs mesures et projets afin de sécuriser l'approvisionnement en eau de la région. Parmi ces initiatives, la réalisation de projets d'aménagement des ressources en eau et l'adduction d'eau pour Fès et Meknes à partir du barrage Idriss Ier. Ces projets visent à diversifier les sources d'approvisionnement en eau et à alléger la pression exercée sur les nappes phréatiques locales. L'objectif de ces projets est de garantir un approvisionnement stable en eau à long terme tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des nappes phréatiques de plus en plus vulnérables. La gestion de l'eau au Maroc devient ainsi un jeu essentiel pour le développement durable de la région, en particulier face aux défis environnementaux actuels. L'État du Cameroun multiplie ses efforts afin de garantir à sa population une électricité de qualité et disponible en quantité. Dans ce cadre, une série d'actions est menée dans la partie septentrionale du pays en vue d'installer des transformateurs qui vont doubler la quantité d'énergie. Suivant. Dans quelques années, le Cameroun pourra vendre son énergie électrique à ses voisins d'Afrique centrale, notamment le Tchad. Entre 2014 et 2021, le taux d'accès à l'électricité au Cameroun a progressé de près de 2%, passant de 58,4% à 60,2%, selon les résultats de la 5e enquête camerounaise sur les ménages, publiée en avril 2024 par l'Institut national de la statistique. Cette augmentation est due à de nombreux efforts déployés par l'État du Cameroun dans le secteur de l'électricité. Pour résoudre définitivement le problème et assurer une alimentation en énergie électrique en qualité et en quantité au Cameroun, plusieurs projets ont vu le jour. Il s'agit notamment du projet d'interconnexion entre les réseaux sud et nord. Des transformateurs d'une puissance de 50 millions de voltamètres ont été installés dans les 3 parties septentrionales du pays, à savoir Maroua, Garoua et Ngaoundéré. Ces nouveaux équipements permettront de doubler la capacité de production d'électricité, améliorant ainsi considérablement la qualité de vie de la population et le développement économique du Grand Nord Cameroun. Au-delà de fournir de l'énergie aux ménages, l'État du Cameroun envisage d'exporter l'énergie électrique produite sur son territoire vers d'autres pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, ce qui renforce la position centrale du pays. Selon les responsables de la Société de transport de l'électricité, il n'est pas exclu que le Cameroun exporte également son énergie vers le Nigeria. Cet ambitieux projet d'extension de l'énergie devra mobiliser des financements issus des partenaires financiers comme la Banque mondiale d'environ 500 milliards de francs CFA. La ville de Bakou en Azerbaïdjan est devenue la capitale climatique du monde. Les travaux de la 29e conférence des parties sur le climat ont débuté hier lundi. Viva Samana pour le compte rendu. Bakou succède à Dubaï et devient le centre névralgique de la planète pour les 10 prochains jours à partir du 11 novembre 2024. La COP29 s'est ouverte en ce jour dans la capitale de l'Azerbaïdjan. Chers collègues, nous sommes sur le chemin de la ruine et il ne s'agit pas de problèmes futurs. Le changement climatique est déjà là. La COP29 est le moment à ne pas manquer pour tracer une nouvelle voie pour tous. Jusqu'au 22 novembre prochain, plus de 51 000 délégués venus de près de 200 pays vont discuter des enjeux climatiques dans un contexte mondial de plus en plus alarmant. Cette 29e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se déroule quelques jours après le retour au pouvoir du climato-sceptique Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais l'émissaire américain sur le climat se veut rassurant. Même si le gouvernement fédéral des États-Unis sous Donald Trump pourrait mettre en cause l'action climatique, le travail visant à contenir le changement climatique va se poursuivre aux États-Unis avec engagement, passion et conviction. C'est parti pour une dizaine de jours de négociations en vue d'apporter un soulagement à la santé de notre planète qui est de plus en plus fragile à cause des changements climatiques.
Parlons toujours de la COP29. Le coût des mesures de réponse, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique ont augmenté en raison de la croissance des phénomènes météorologiques extrêmes. Les pays sont exhortés à renforcer leur engagement financier. Léonce Sago. Commencé ce lundi 11 novembre 2024 en Azerbaïdjan, le sommet mondial sur le climat COP29 aura pour principal objectif le renforcement des engagements financiers climatiques. La responsable de la science et de la pratique du climat au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA, Zinta Somers, déclare qu'il est important que le sommet fixe un nouvel objectif mondial de financement de lutte contre le changement climatique. La COP de cette année est celle du financement du climat. En 2009, les pays développés se sont engagés à donner 100 milliards de dollars par an aux pays vulnérables pour qu'ils prennent des mesures en faveur du climat. Mais avec l'augmentation des gaz à effet de serre et l'aggravation des impacts climatiques, il est clair qu'un financement plus important est nécessaire. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale subissent actuellement des inondations dévastatrices. Plus de 7 millions de personnes ont été touchées dans 16 pays. Les scientifiques affirment que les bassins du fleuve Niger et du lac Tchad sont au bord d'une catastrophe humanitaire. Le changement climatique d'origine humaine, causé par l'utilisation des combustibles fossiles, a aggravé les pluies saisonnières de 5 à 20% cette année. Ces pluies, à leur tour, ont causé des inondations au Soudan, au Nigeria, au Niger, au Cameroun et au Tchad. Le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires des Nations Unies a alloué plus de 38 millions de dollars pour prendre des mesures, mais ce financement n'est pas suffisant. En effet, certains estiment que nous pourrions avoir besoin de plus de 4 000 milliards de dollars par an de financement pour le climat afin de répondre suffisamment aux besoins d'atténuation. Pour l'heure, il n'y a pas encore d'accord fixant un prix proportionnellement aux responsabilités de pollution climatique. Les pays en développement exigent un plus grand financement de la part de leurs homologues plus riches, alors qu'ils sont eux aussi tout autant responsables des émissions de gaz à effet de serre. C'est sur ces éléments de la COP29 que se referme cette actualité environnementale. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Green TV International, we revive the environment.